Merci de choisir Bénin Business 24 pour vous informer. Bienvenue au 19h45. Qui n'a jamais entendu parler de Tintin et de son chien Milou? Ce 10 janvier, ils sont à l'honneur à travers la journée mondiale Tintin. On en parle dans quelques minutes. Et puis la noix de cola, fruit connu sous plusieurs appellations au Bénin, aurait des vertus thérapeutiques. Autant c'est un stimulant naturel pour une vie pleine d'énergie, autant il est utilisé par les adeptes du culte vaudou. Et enfin, on parlera des villes, ce milieu physique et humain où se concentre une population qui organise son espace en fonction de ses besoins. Chaque année, la date du 10 janvier est reconnue au Bénin comme étant la fête des religions endogènes. Communément appelée la fête du vaudou, cette journée marque la célébration de l'ensemble des divinités présentes dans le panthéon vaudou. Pour l'édition de cette année, les adeptes sont appelés à rester dans les couvents en présence de moins de 50 personnes et dans le strict respect des gestes barrières conformément aux exigences du gouvernement pour éviter la propagation de la Covid-19. Faut-il le rappeler, le 10 janvier est une journée initiée par l'ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo en 1995 pour sceller la laïcité du Bénin. Et on parle à présent de la noix de cola, traditionnellement utilisée en Afrique pour ses vertus stimulantes. Composée à environ 25% de caféine, c'est un puissant stimulant intellectuel à qui l'on prête des vertus aphrodisiaques et de nombreuses propriétés thérapeutiques, aussi bien chez les adeptes du culte vaudou. Qu'en est-il réellement? Suivons ce reportage. Ce 10 janvier, jour de célébration des religions endogènes à Ouida, Jonas n'est pas sorti de sa maison pour la même raison que la foule dans la rue. L'occasion est propice pour de bonnes affaires. Il vend un fruit très prisé par les adeptes du vaudou, la noix de cola. Dans son panier, il en a de diverses sortes. Je vends le aroé et le golo. Chacun deux coûte 100 francs. Jonas est certain que son panier se videra avant la tombée de la nuit, bien qu'il ne connaisse pas l'importance de ces articles. Pourtant, loin d'être de simples fruits, les noix de cola ont un sens profond pour les adeptes des cultes vaudous. Les plus utilisés sont le petit cola, communément appelé aroé, la cola à 5 tranches, appelée vie, et le golo, appellation commune pour la cola à 2 ou 3 tranches. Nous utilisons ici le vi et le aroé lorsqu'on invoque le fétiche et qu'on veut avoir des réponses favorables. Quelle que soit la cérémonie à faire, ces noix de cola sont indispensables. Les adeptes du fétiche tronc utilisent plus le golo, qui est pour eux un symbole de puissance. La noix de cola, qui favoriserait la circulation du sang, serait un excellent tonifiant musculaire et on lui attribue également plusieurs autres propriétés thérapeutiques. Le aroé, par exemple, c'est un fruit laxatif. Si vous n'allez pas bien au sel et vous prenez, vous allez très bien au sel. Au cours des rituels, vous ne devez pas prendre du sel. Le prêtre de vaudou ne doit pas consommer du sel. Le aroé remplace la nourriture. Donc c'est ça qui le maintient toujours en forme. C'est ça qui maintient les prêtres de vaudou en forme. Au vie, c'est ça qu'on appelle cola à 4 quartiers. C'est aussi un fruit. Et ça joue des rôles dans l'organisme humain. Qu'elle soit rouge, petite ou à plusieurs tranches, la noix de cola est un puissant stimulant, essentiellement destiné à lutter contre la fatigue physique et intellectuelle. Cependant, ce fruit doit être utilisé avec précaution, puisqu'il tire ses propriétés, de la caféine. Qui n'a jamais entendu parler de Tintin et de son chien Milou? Et qui n'a jamais prononcé 1000 milliards de 1000 sabords?
Tonnerre de Brest ou encore Bachi Bouzouk, ces fameux jurons du capitaine Haddock. Eh bien, c'est le 10 janvier 1929 qu'était publiée la première aventure de Tintin. Depuis lors, à cette date, on célèbre la journée mondiale Tintin. Aujourd'hui encore, 92 ans après, nul ne peut se vanter de n'avoir pas entendu parler de ce héros de bande dessinée. Pour des générations entières, les aventures de Tintin ont été l'occasion d'une véritable initiation à la géographie, surtout en ces temps où n'existait pas encore la télévision. Vous voulez donc tout savoir sur Tintin? Eh bien, suivez ce reportage. 92 ans déjà que ce reporter détective appelé Tintin fascine le monde à travers ses aventures. Né de l'imagination fertile d'Hergé, Tintin a été créé le 10 janvier 1929 dans le Petit 20e, supplément hebdo du journal belge pour la jeunesse, le 20e siècle. Il sera consacré l'année suivante avec le premier album des aventures de Tintin, Tintin au pays des soviets, publié en septembre 1930. Depuis, sa popularité ne s'est jamais démentie. Les aventures de Tintin est le plus gros succès de la bande dessinée franco-belge. Une œuvre intemporelle qui raconte les aventures du jeune reporter, de son chien Milou et du capitaine Haddock. Ce reporter, le plus connu dans le monde du 9e art, a traversé les générations avec des histoires avant-gardistes qui font voyager et rêver dans tous les coins du monde. Son auteur, Hergé, rédacteur au journal Le Petit 20e, était en avance sur son temps. En 1954 déjà, il faisait voyager son personnage Tintin sur la Lune une quinzaine d'années avant Neil Armstrong, le premier homme à avoir posé le pied sur la Lune le 20 juillet 1969. Tu dois être content de pouvoir te dégourdir les pattes après un si long voyage. Véritable œuvre de l'imagination, Tintin est un personnage incontournable du monde entier. Chaque année, il y a entre 3 et 4 millions d'albums vendus dans le monde, soit un peu plus de 250 millions d'albums vendus dans le monde, traduits en 120 langues et dialectes. C'est aussi 500 000 exemplaires vendus par an dans les pays francophones. Les Chinois, les anglophones, les Allemands et les Espagnols sont aussi des amoureux des histoires de ce jeune reporter, du capitaine Haddock, de Milou, Dupont et Dupont et du professeur Tournesol. Si Tintin et son fidèle ami ont intéressé le cinéma dès 1947, il n'existe pourtant qu'un nombre restreint d'adaptations de la célèbre série de bandes dessinées. 2 films en live ont déjà vu le jour. En 1961, Tintin et le mystère de la Toison d'Or, puis en 1964, Tintin et les Oranges Bleues. Que ce soit pour les petits ou pour les grands, les aventures de Tintin restent un souvenir adorable de notre enfance. On change de registre à présent pour parler des villes, ces espaces de concentration humaine qui participent au développement socio-économique des pays selon leur statut ou leur taille. Au Bénin, par exemple, plusieurs villes sont devenues des pôles d'attraction comme Cotonou, Porto Novo et Parakou. Mais comment naissent les villes et sont-elles planifiées comme pôles de développement? Des questions auxquelles Daniel Rumpévi, urbaniste, nous donne ici quelques réponses. Nos villes aujourd'hui sont nées d'abord spontanément. Lorsque vous remontez l'histoire dans des villes béninoises, les villes ont leur propre histoire. L'histoire de Porto Novo est différente de l'histoire de Ouida et l'histoire de Ouida est différente de l'histoire de Cotonou. D'accord? Je prends le seul exemple de Cotonou pour dire la ville de Cotonou est partie du WAF, qui a été l'embryon du port autonome de Cotonou. Donc le besoin de débarquement des colons qui cherchaient où débarquer pour pouvoir s'approvisionner en matières premières. Mais à partir du moment où Cotonou est parti de cet intérêt, c'est devenu une attractivité. Ça a commencé par appeler les populations des environs, les Hola, les fonds ont commencé par arriver. Les populations de Ouida également ont commencé par délaisser Ouida pour venir à Cotonou parce qu'il y a un intérêt à Cotonou. Alors lorsque les gens commencent par s'agglomérer dans un espace, parce qu'ils ont besoin d'habiter quelque part, ils ont besoin de circuler, ils ont besoin de travailler, ils ont besoin de se distraire, intervient la notion de planification. Et aujourd'hui, l'histoire de nos villes au Bénin a montré que les documents de planification n'ont pas suivi. La plupart du temps, nous n'avons pas planifié nos villes.
Donc nos villes n'ont pas été planifiées et lorsque des documents de planification ont existé, nous avons fait beaucoup d'études aujourd'hui qui ont montré que ces documents n'ont pas été mis en œuvre. Il y a eu des efforts qui ont été menés par les pouvoirs publics en termes d'assainissement des voies, en termes de pavage des voies, en termes de bitumage des voies. Lorsque l'État investit de grands moyens aujourd'hui pour construire les caniveaux, les collecteurs, pour construire aujourd'hui les voies pavées, il ne revient pas aux populations de raccorder les eaux des cuisines aux caniveaux. Il ne revient pas aux populations de prendre les ordures des maisons et aller les jeter sur les routes qui ont été pavées, qui ont été aménagées par l'État. Lorsque l'État investit de grands moyens aujourd'hui pour construire les caniveaux, les collecteurs, pour construire aujourd'hui les voies pavées, le citoyen doit participer à la propriété du cadre de vie, au maintien du cadre de vie. Avec une dette supérieure à 70% du PIB, le Gabon veut reprofiler ses emprunts sur le marché international. Selon la ministre de l'Économie et de la Relance, Nicole Roboti, de 2019 à ce jour, le PIB s'est contracté de plus de 576 milliards de francs CFA. L'encours de la dette conventionnée est de 5 907 milliards de francs CFA et celui de la dette non conventionnée se situe à 521 milliards de francs CFA. Ces deux montants conduisent à un encours total de 6 428 milliards de francs CFA. Face à cette situation, les autorités gabonaises ont décidé de réduire considérablement ce taux d'endettement en plafonnant, les emprunts à contracter sur les 3 prochaines années et en procédant à leur reprofilage sur le marché international pour les ramener à des conditions acceptables. Et voilà qui met un terme à ce 19h45 que vous pouvez retrouver sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Merci pour votre aimable attention. À très bientôt.